présent ce soir. Donc nous accueillons Michèle Descolonges. On ne la présente plus parce qu'elle a déjà donné un certain nombre de conférences, mais juste rappeler que donc, Michèle Descolonges est sociologue et qu'elle a récemment publié un ouvrage très intéressant sur le camp d'internement de Rio Cross. Alors je ne l'ai pas porté ici, mais donc il est sorti en février, je crois, c'est ça, aux presses universitaires du Midi. Et on a souhaité, alors il y avait une présentation officielle de l'ouvrage, mais on a souhaité réinviter Michèle Descolonges, alors non pas ce soir pour parler vraiment de l'histoire du camp de Rio Cross, mais plutôt pour nous parler de son expérience de sociologue face aux archives. Parce que ce qui transparaît dans son ouvrage, et notamment dans l'introduction, c'est une approche vraiment de sociologue et pas forcément d'historienne. Et ça nous a intéressés, interrogés. Donc elle va nous parler ce soir un peu de son regard de sociologue face justement à cette matière archive. Alors le titre, elle l'a choisi en référence à un ouvrage qu'on va pouvoir faire circuler tout à l'heure, qui s'appelle Le goût de l'archive, mais peut-être que vous allez en dire un mot, et je le passerai dans l'assistance tout à l'heure, parce que c'est un peu un best-seller des archivistes. Voilà. Donc c'est Arlette Fage, Le goût de l'archive. Voilà. La conférence est filmée ce soir et vous pourrez la retrouver sur YouTube dans quelques temps. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez des gens qui n'ont pas pu venir ce soir, alors transmettre le message, puisqu'on diffuse désormais en ligne toutes nos conférences pour ceux qui ne peuvent pas être présents aujourd'hui. Voilà, je laisse la parole à Michèle Descolonges. Donc bonjour, ça marche. Merci de m'avoir invité. Juste deux mots, je pense que tout le monde le sait, mais pour rappeler que le camp d'internement de Rio Cross fut un petit camp, mais petit par la taille, puisqu'il y a eu une centaine d'hommes et un millier de femmes, peut-être une centaine de leurs enfants, et petit aussi quant à la durée, par rapport à la période, puisque les premiers hommes sont arrivés à la mi-février 39 et les femmes, celles qui étaient encore dans le camp, sont parties le 13 février 42, donc 3 années. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième chose aussi qu'il faut rappeler, c'est que ce camp est issu d'une période particulièrement troublée et des difficultés, de la montée du fascisme dans les pays européens. Alors, maintenant, pourquoi et comment je suis arrivé à Rio Cross? Comme je l'explique, ça s'est passé après la mort d'Alexandre Grotownik. Et lorsque j'ai appris qu'il avait été interné à Rio Cross avec sa mère. Bon, et dans un premier temps, ma curiosité a été éveillée. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce camp? Comment est-il possible qu'il y ait un camp? Bon, donc je regarde, je me rends compte à ce moment-là, j'aurais peut-être dû le savoir avant, mais je me rends compte à ce moment-là qu'il y a un site qui a une association qui a un site. Donc je lis les textes qui sont sur le site, je prends contact. À l'époque, c'était Sandrine Perrac qui était présidente, et je prends contact avec elle et avec Madame Desmond. Et elle m'invite à venir visiter le camp, le chemin de mémoire qui menait jusqu'au rocher. Nous sommes à la fin de l'année 2015. Il se trouve que pour des raisons personnelles, je dispose d'une certaine disponibilité. Donc je vais commencer à me rendre dans les services d'archives publiques. Alors, je commence en raison des possibilités d'ouverture des services, je commence par une semaine dans les archives de la ville de Mende. Et puis, dès le février 2016, je commence à regarder les archives qui sont conservées aux archives départementales. Je dois vous dire qu'au début, je ne comprenais rien du tout. Il y a tellement de choses à lire
que je lisais, je prenais quand même la précaution de prendre des photos pour pouvoir après, que je classais après chez moi, pour pouvoir revisionner et pouvoir relire ce que j'avais lu, que je n'avais pas toujours bien compris, et parfois d'ailleurs que j'avais mal photographié, du coup il a fallu que je reprenne. Enfin bon, toujours est-il que je commence à accumuler des photos et j'essaie de comprendre. Donc je lis beaucoup, je prends beaucoup de photos, je bénéficie d'ailleurs là aussi d'une liste de cotes qui avait été établie par l'association pour le souvenir du camp de Cross, et donc je commence à consulter systématiquement ces différentes cotes. Je pense à plusieurs reprises au premier semestre de l'année 2016. Et puis, j'éprouve un manque. Et que je pourrais formuler de la manière suivante. Mais que s'est-il passé dans cette société pour qu'un camp d'internement y soit implanté? Alors, et la question n'est pas abstraite, parce que en 2015, ça fait quand même 30 ans que je fréquente la Lozère. Donc j'ai une certaine sensibilité à ce qu'est la Lozère, je connais le terrain, j'ai une appréhension physique aussi de la Lozère, je connais un certain nombre de personnes avec lesquelles j'ai beaucoup parlé. Donc ma question, elle est quand même autour de ça, et je commence du coup à parler avec un certain nombre de mes interlocuteurs que je connaissais depuis un certain temps, ou comme Yann Bouchard, ou comme Michel Schaeffer. Et puis, mais quand je regarde, mais eux ne me répondent pas à la question, si ce n'est que ça les intéresse de savoir que cela m'intéresse. Donc ça vient entre nous, ça devient un sujet de discussion, et tout au long du temps qui leur est resté à vivre, eh bien, ça a été des moments où j'ai continué à parler avec eux de ce que je découvrais, de ce que je lisais, des questions que je pouvais me poser. Bon, mais alors, quand je regarde du côté des documents, il y a quand même un certain nombre de travaux qui m'ont précédé. On commence par le travail de Yannick Dupin, et puis évidemment le livre de Méchid Gismer. Il y a le travail qui a été fait par Sandrine Perrac, et chaque fois je suis renvoyée à c'est la cause du décret-loi du 12 novembre 1938. Or, peut-être parce que je suis sociologue, mais c'est une réponse qui ne me satisfait pas. Elle est vraie, elle est factuellement vraie, mais elle ne répond pas à ce manque que j'éprouve, qui est, mais que se passe-t-il dans cette société pour qu'un camp y ait été implanté? Donc, ça me renvoie à l'histoire de ce territoire. Alors, je dis que j'éprouve un manque. Alors, un mot au sujet du manque. Alors, le goût, et donc le goût de l'archive en l'occurrence, je vais arriver à l'archive, mais le goût, il est lié au manque. Et parce que parler de goût, ça renvoie à la subjectivité, ça renvoie à moi comme sujet. Bon, mais c'est corporel. Quand on a du goût, on le ressent par toutes les dimensions de son corps et de son esprit. Donc, et à ce sujet, Alain Corbin, qui est un historien, et qui a préfacé, bon, je ne sais pas si c'est vrai aussi dans l'exemplaire que vous avez là, mais dans l'exemplaire que moi j'ai lu d'Arnaud Sarge, c'est lui qui a préfacé, je crois, ce livre. Et non, c'est pas le cas, ou alors j'ai lu son article ailleurs, je ne sais pas. Enfin bref, Alain Corbin, lui, il dit qu'il y a deux registres à la question du goût lié au manque. C'est ce qu'il appelle l'expérience névrotique du chercheur et les réflexions du chercheur.
me livrer à une psychanalyse devant vous, ce qui fait que je vais passer tout de suite à la démarche que j'ai employée. Bon, donc, évoquer un manque signifie que je ne formule pas une hypothèse que je chercherai à vérifier. Alors que, généralement, quand on présente un travail, quelle est l'hypothèse et après on déroule. Donc non, je ne le fais pas et je vais essayer de laisser monter du sens et je vais recueillir des fragments qui vont être susceptibles de donner du sens. Donc, ma question liminaire, que s'est-il passé dans cette société, ça va donc introduire la notion de société. Alors là, comme c'était quand même une demande de Pauline Gendry, mais quels étaient les concepts que j'avais utilisés? Là, je vais parler d'un premier concept, qui est celui de configuration, qui est un concept de, je vais expliquer de quoi il s'agit, et qui est de Norbert Elias. Norbert Elias est un sociologue qui est né en Allemagne en 1897 et qui est mort à Amsterdam en 1990. Et parce que juif, il quitte l'Allemagne en 1933. Sa mère sera déportée à Auschwitz. Son œuvre majeure concerne le processus de civilisation. Et donc, dans les Allemands, ouvrages auxquels je me réfère, il essaie de comprendre ce qu'il nomme le processus de décivilisation qui s'est produit en Allemagne. Alors, en ce qui concerne le concept de configuration, là c'était pour vous, juste pour vous, ne pas nommer seulement Norbert Elias, mais pour vous dire quand même qui il était et ce qu'il représente pour mon travail. Et donc, Elias propose de penser le monde social comme un tissu de relations. La société est un réseau d'interdépendance réciproque, et c'est d'ailleurs cette notion d'interdépendance réciproque, c'est le seul concept auquel je me réfère dans l'introduction. Je trouvais que c'était suffisamment compliqué, l'histoire de Rio Croce, je n'allais pas en plus étaler, si je peux le dire de manière aussi familière, mais tous les concepts que j'ai pu utiliser. Donc, Elias, pour expliquer ce que c'est que ce tissu de relations, d'interdépendance réciproque, il utilise deux métaphores. Tantôt celle de la notion de jeu, et tantôt la métaphore du ballet. Le ballet, évidemment, il parle d'un danseur. Et si vous observez effectivement un ballet, je suppose que ça doit te dire quelque chose. Si vous observez un ballet, eh bien, chaque geste de danseur, de danseuse, est en relation avec le geste des autres. Et le ballet n'existe qu'à la condition que chacun soit dans son mouvement, dans son geste, et renvoie, et en même temps, étant un individu, le ballet va aussi donner corps à une société, et c'est du ballet. Donc ça, c'est une manière de faire comprendre ce que c'est, les interdépendances réciproques. C'est-à-dire, si je bouge quand je danse dans un ballet, eh bien, ça va faire bouger l'ensemble du ballet. Alors, ce qui veut dire que société et individu ne peuvent pas être pensés isolément, alors que généralement, il est parlé des individus, et puis tantôt de la société, ou bien les individus ne se comprennent pas comme étant dans une société et étant indissociables d'une société, voire de plusieurs sociétés. Bon, or, l'histoire d'une société se reflète dans l'histoire des individus et dans l'histoire interne de chaque individu, et chaque individu doit parcourir un processus de civilisation qui va pour devenir membre du groupe. Bon, autrement dit,
là, c'était la partie la plus abstraite de ce que je voulais dire. Bon, et comme je vois que vous n'avez pas été découragé, je vais pouvoir continuer. Bon, de manière plus simple, je pense. Bon, alors ce qui veut dire que, ensuite, quand je vais parler de Rio Cross, je n'isole pas les hommes, hein, je n'isole pas les femmes, je n'isole pas le camp de Rio Cross par rapport à la Lozère et finalement par rapport à l'histoire de l'Europe. Je n'expose pas leur vie extérieurement à l'histoire, la leur et la grande histoire. Ils et elles sont dans l'histoire, ils en sont partie prenante. Alors je vais donner quelques exemples. Quand dans le premier semestre 39, ce sont des hommes qui sont internés, ils sont internés jusqu'au 6 octobre 39, mais dans la première partie, ils s'adressent à l'administration à plusieurs reprises. Ils vont d'une part écrire un texte, nous sommes unis, et là ils s'adressent au prolétariat dans son ensemble, mais aussi ils espèrent toucher l'administration, et il faut rappeler que nous sommes avant la guerre, et que les vétérans, puisque ce sont les vétérans qui vont produire ce texte, ils se sentent légitimes à mobiliser des pratiques revendicatives qui sont celles du mouvement ouvrier. Ils vont développer des registres d'action, qui sont des registres d'action qui sont faire des déclarations, faire des grèves et porter leurs revendications auprès des représentants du pouvoir, c'est-à-dire auprès du préfet. Enfin, ça aurait pu être aussi auprès du chef de camp, mais ils prennent le chef de camp pour quantité négligeable. Donc ils s'adressent directement au préfet et ils estiment que c'est à ce niveau, et ils n'ont pas tort d'ailleurs, que se prennent un certain nombre de décisions. Donc il va y avoir entre les hommes et qui font des déclarations et qui rencontrent le directeur de cabinet, ce qui veut dire que du préfet, ce qui veut dire que le préfet leur accorde une certaine importance, puisque c'est son directeur de cabinet qui accepte de les recevoir, et donc ils vont porter un certain nombre de revendications, et en particulier qui ont trait au salaire qu'ils reçoivent quand ils travaillent pour aménager le camp, et qui ont trait aussi aux menus et qui leur sont dispensés, et aux menus qui sont dispensés à ceux des hommes qui sont malades. Donc on peut dire qu'il y a une co-construction entre les vétérans et les différents producteurs du maintien de l'ordre. Bon. Alors qu'il y a la concurrence des autres groupes, c'est-à-dire des hommes qui eux sont dits droit commun, et qui, eux, déclarent ne pas faire grève, mais qui ont aussi un certain nombre de demandes différentes auprès du préfet. Bon, ça c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, là je vais partir d'une personne, Rosie Wolfstein. Rosie Wolfstein, quand elle arrive à Rio Cross, elle a à peu près 50 ans. Elle a été spartakiste, elle a participé à la révolution spartakiste donc en Allemagne. Et en 1922, elle représente Clara Zetkin dans un meeting à Paris. Et Clara Zetkin, comme vous le savez, vraisemblablement, j'en suis sûre, était une femme politique qui est une figure historique du féminisme. C'est son nom qu'on invoque tous les ans au sujet du 8 mars. Donc, en 1922, à Paris, Rosie Wolfstein vient apporter le salut du mouvement ouvrier allemand, et en l'occurrence des grèves qui se tiennent dans la rue Ruhr contre l'occupation. Un peu plus tard, Rosie Wolfstein est exclue du Parti communiste allemand. À Rio Cross, et donc on fait un saut, on arrive à Rio Cross. Bon, elle est
est porteuse de cette histoire de revendication, de solidarité, etc. Et c'est elle qui va immédiatement, dès le mois de novembre, organiser la solidarité en faveur des femmes les plus démunies, en l'occurrence principalement des Espagnols, qui arrivent dans un état misérable après des mois et des mois passés depuis qu'elles ont quitté l'Espagne. Et donc, Rosie Wolfstein, qui est une figure connue, y compris en France, eh bien, c'est elle qui va solliciter la Ligue des droits de l'homme et laquelle va solliciter les Quakers et qui va permettre que dès la fin 1939 et encore plus en 1940, des vêtements soient distribués aux femmes qui en ont besoin. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est que le fait, quand il y a des livraisons de vêtements, il va y avoir de plus en plus de possibilités. Et à ce moment-là, des femmes qui, elles, ne sont pas dans le besoin, vont se désister en faveur des femmes les plus démunies. Et ce qui est intéressant, une des dimensions qui est intéressante, c'est que ce sont des femmes qui, elles, ne sont pas des politiques. Donc, si vous voulez, cet effet d'entraînement, et donc, finalement, tout le poids d'histoire qui est en Rosie Wolfstein va avoir des effets au sein du camp de Rieucros. Je prends un autre exemple, cette fois de Liselott Gottschalk. Liselott Gottschalk, son histoire, on ne la connaît pas beaucoup, si ce n'est qu'elle a été obligée de fuir l'Allemagne avec sa famille parce que juive. Et afin de souligner son adhésion à la cause de la liberté, lorsque elle est internée dans la prison de la Petite Roquette, elle se réclame de Heinrich Heine. Comme vous le savez, Heinrich Heine, qui avait écrit, entre autres choses, la Lorelei, et où le régime nazi expliquait que l'auteur de la Lorelei était un poète inconnu. Donc c'était une manière de nier aussi qui il avait été. Bon. Donc, Liselott Gottschalk, elle se dit anti-hitlérienne. Et quand on dit je précise anti-hitlérienne, ce qui voulait dire qu'elle n'était pas antifasciste. Antifasciste, c'était le vocabulaire des communistes. Donc, or, à Rieucros, son anti-hitlérisme, ça va se manifester lorsqu'elle témoigne contre une surveillante qui profère des propos favorables au régime de Hitler. Et elle n'est pas la seule, elles vont être plusieurs à témoigner. Et donc, elle va concourir à la démission de cette surveillante qui, elle, se réclame de ce qui se dit dans les cafés de Mende et donc qui finit par démissionner. Alors maintenant, donc là, des exemples que je vous donne qui visent à vous montrer ce que j'appelle, il n'y a pas d'un côté les individus, de l'autre côté la société, mais tous sont qu'on les prenne par le groupe, qu'on les prenne par les personnes, eh bien tous sont représentatifs de cette société qui a constitué le camp, et cette société qui était elle-même partie prenante de la société nausérienne. Alors maintenant, je vais parler des archives. Donc, comme vous le disiez, la formulation que j'ai proposée fait référence à l'ouvrage de l'historienne Arlette Farge. Bon, la différence quand même, c'est que Arlette Farge parle des archives judiciaires du XVIIIe siècle. Bon, mais y compris sur le plan matériel, elle parle elle a affaire à des rouleaux de papier, il y a de la poussière qui reste collée. Moi, mon expérience est différente. Bon, et puis, elle se rend à la bibliothèque de l'Arsenal et aux archives nationales, et encore quand je parle des archives nationales,
dans le centre de Paris. Moi, je vais parler des archives nationales, celles qui sont maintenant à Pierrefitte. Donc, mon expérience est différente. Et la première chose que je voudrais dire, c'est qu'au cours de mes enquêtes sociologiques, j'ai rencontré des êtres de chair, avec lesquels la relation établie, donc l'écoute que je suis capable d'avoir à ce moment-là, le fait de reconnaître la personne qui est en face de moi, ça a donc conditionné la qualité de l'entretien. Mais quand je me rends dans les services d'archives, les relations physiques le sont avec les personnes qui travaillent dans les services d'archives. Là aussi, la relation établie a de l'importance. Quand l'archiviste se prend au jeu, l'accès aux archives en est amélioré. Alors, je vais donner des exemples. Alors ici, bon, donc aux archives départementales, bon, l'aide que m'a apporté tout particulièrement Béatrice Moury, ça a été essentiel. Et au bout d'un moment, je me disais, voilà ce que je recherche, etc. Ah, mais tu peux peut-être trouver à tel endroit, etc. Donc voilà, ça a été, mais ça a été encore jusqu'à il y a quelques mois, alors que je préparais, j'étais en train d'écrire un article, j'ai encore eu recours à Béatrice qui m'apportait des documents disant, mais non, là-dessus, tu devrais trouver ce. Et chaque fois, c'était extrêmement important parce que plus on travaille, plus il faut entrer dans des informations de plus en plus fines. Donc, alors, au service historique de la défense de Caen, là aussi, c'était il y avait un monsieur qui me préparait des dossiers et quand je m'exclamais de plaisir en trouvant un dossier dans lequel j'avais des informations, eh bien, c'était un plaisir qui était communicatif, parce qu'il était, bon, lui aussi, bon, il estime ça lui faisait plaisir de se rendre compte que son travail était utile. Ou même, je pense à une archiviste de Clermont-Ferrand qui finit par mettre la main sur un dossier qui concernait Isabelle del Castillo et qui me dit « Ah, ça au moins c'est gratifiant. » Et donc, voilà. Et donc, les archivistes sont pris par le sujet et me conduisent sur un véritable jeu de recherche de traces. Alors, je vais vous donner un exemple. Je posais une question qui était il y a des femmes qui sont parties de Paris le 17 octobre 1939, qui sont donc arrivées le soir ou dans la nuit à Mende, qui sont inscrites le lendemain, le 18 octobre, elles sont un peu plus de 80, et donc je demande, là c'était des archivistes avec lesquels il était, disons, moins facile de travailler, qui sont les archivistes de la préfecture de police de Paris. Et donc, là, je demande comment je pourrais avoir des informations sur ces femmes, parce qu'un certain nombre d'entre elles étaient fichées, étaient des militants politiques, mais d'autres ont été arrêtés dans les jours précédents. Et donc, comment puis-je avoir des informations? Là, la réponse est non, nous n'avons rien, mais vous pourriez peut-être vous adresser aux archives de la SNCF. Je m'adresse donc aux archives de la SNCF, après, aux archives, parce qu'effectivement tout ça nécessite du temps, et les archives de la SNCF, nous sommes vraiment désolés, mais vous devriez vous adresser au service historique de la défense. Alors là, je dois dire que ça m'était historique de la défense. Je vois qu'il y a un dossier qui est conservé, qui est constitué des lettres de femmes qui ont été internées à la Petite Roquette à partir du 1er septembre 1939. Alors, bon, évidemment, j'y vais.
Ça ne répond pas à mes questions, hein, qui était la première question qui était, et les femmes qui ont été envoyées à la petite roquette, qui précisément celles qui n'étaient pas, celles qui ont été envoyées, qui ont été dans le train, etc., mais précisément qui n'étaient pas à la petite roquette, en revanche, je tombe sur un trésor. Et je dois dire que ça a été un moment extraordinaire, parce que les services d'archives ne sont pas tous les mêmes, hein, et parfois on a affaire à des services qui sont dans des lieux anciens. Et ce qui se passe au service historique de la Défense dans le château de Vincennes, où là il y a la salle Louis XIV, qui est une salle ancienne, le parquet craque, donc il y a des tentures, c'est absolument magnifique. Bon, et donc, ce jour où j'avais devant moi un tas, comme ça, de lettres qui étaient dans des enveloppes, c'est un moment où j'avais envie de dire à tout le monde, mais regardez, mais j'étais seule, je ne pouvais pas dire. Enfin si, je n'étais pas seule dans la salle, mais je ne pouvais pas dire à mes voisins qui, eux, vraisemblablement, ça travaillait sur des choses qui n'avaient rien à voir. Bon, leur dire, mais écoutez, c'est merveilleux, ce cadeau que j'ai là. Bref, j'ai pris des photos, évidemment, et des enveloppes, et des lettres. Hein. Bon, alors, ce qui veut dire que je ressens, hein, la matérialité des archives. Je me déplace à plusieurs reprises, donc entre Paris et la Lozère. En région parisienne, je fréquente à peu près tous les services d'archives qui existent. Je vais à Montpellier, je vais aussi au service historique de la Défense à Caen. Je vais jusqu'à la caserne d'Ossine en Belgique. Et puis, j'ai beaucoup d'autres relations par téléphone et par mail. Alors, chaque fois, les procédures d'obtention des documents sont différentes. Et donc, parce que chaque institution a ses procédures. Je veux dire que, par moments, je me mélange considérablement. Et les plus compliqués, c'est ce que j'ai trouvé aux Archives nationales. Pas à cause des Archives nationales qui elles-mêmes ne sont pas plus compliquées que les autres archives, mais lorsque j'ai commencé à consulter les dossiers de la direction de la sûreté, et c'est ce qu'on appelle le fonds de Moscou. Et donc le fonds de Moscou commence maintenant à être indexé. Bon, indexé, ça veut dire que depuis chez soi, depuis son ordinateur, on va pouvoir, on va savoir si le dossier qu'on recherche, enfin, de la personne dont on a le nom, est détenu, conservé à Pierrefitte. Mais ça c'est possible depuis 2 ans. Hein, parce que bon, les archivistes ont profité, hein, si je peux dire, de la période de Covid et donc de la fermeture de l'établissement pour indexer les dossiers. Parce que jusqu'à là, donc entre moi le premier dossier que je consulte, j'ai noté, c'est en octobre 2016, donc pendant 3 ans, voire 4 ans, j'ai consulté, il fallait passer les feuilles qui avaient été écrites par les archivistes russes. Alors quand même que je vous dise ce que c'est que ce fonds de Moscou. C'est que ce sont les archives de la direction de la sûreté. Donc ce qui veut dire que tous les étrangers, à partir de la fin du XIXe siècle, et qui avaient affaire, quand ils avaient affaire à la police, eh bien, chaque fois, des documents étaient figurés dans un dossier. Et bon, quand les Allemands étaient au courant de l'existence de ces dossiers, donc quand
Paris en juin 40, ils vont immédiatement se saisir de ces archives, de ces dossiers, et ils les emportent en Allemagne. Donc pour le moment, c'est pas encore Moscou. Mais en 1946, quand les soviétiques arrivent sur cette portion même de Berlin, eh bien, ils les emportent à Moscou. Et donc, il va falloir que Lionel Jospin, qui en est devenu Premier ministre, négocie avec Moscou, les services d'archives de Moscou, pour que ces archives reviennent à Paris. Ce qui fait que tous les archives du Fonds de Moscou commencent tous par 1994, ce qui veut dire c'est l'année où ils sont arrivés à Paris. Donc, il faut dire aussi que ce Fonds de Moscou, ça c'est la partie la plus, peut-être qui maintenant est la plus connue, mais les archives de la Ligue des droits de l'homme aussi ont été envoyées à Berlin puis à Moscou, une partie des archives de la CGT aussi, et puis d'ailleurs les fameuses lettres dont je vous ai parlé ont aussi été à Berlin puis à Moscou. Et puis sans doute, vraisemblablement tout n'est pas revenu, et beaucoup de choses ont été perdues, mais en tout cas, c'est un matériel extraordinaire, parce que je vais pouvoir comme ça, et en plus maintenant que c'est indexé, c'est-à-dire que je peux savoir avant même d'avoir à feuilleter les registres qui avaient été établis par les archivistes soviétiques, je vais pouvoir, depuis chez moi, savoir si le dossier existe à Pierrefitte. Bien évidemment, après, il faut se rendre à Pierrefitte et puis consulter. Et ce fonds de Moscou est si riche que je me rends encore régulièrement à Pierrefitte, parce que chaque fois que quand j'ai la certitude que le dossier d'une personne, effectivement, il y est. Bon alors, les lieux sont plus ou moins accueillants, donc je disais, il y a des lieux qui sont somptueux, comme la bibliothèque de l'Arsenal, ou la salle Louis XIV que j'évoquais. Bon, et puis donc j'accède à des imprimés, aux documents de l'administration. Bon, et donc je vais avoir des annotations en marge qui vont témoigner que j'ai affaire à des personnes vivantes, et que des scènes se jouent à côté, et que des rapports de pouvoir sont en train de se nouer. Par exemple, je vais lire, alors là cette fois c'est ici, je vais lire que l'expression de la libido du commissaire spécial Canet, qui est le chef des renseignements généraux. Quelqu'un écrit, et c'est lui qui reçoit le courrier qui est adressé au préfet, et quelqu'un demande s'il est possible de recevoir une dame qui est une danseuse qui, selon le commissaire qui écrit, aurait été entretenue par un monsieur qui maintenant est parti. Bref. Et le commissaire spécial Canet qui écrit dans la marge « Je la prendrai bien, cette danseuse ». Ou encore, on peut lire le commentaire désabusé d'un lecteur du ministère de l'Intérieur qui, à Vichy, lit le rapport d'inspection de M. Massona, nous sommes en janvier 1942, et M. Massona qui écrit que les menus qui sont servis aux internés manquent de variété, et donc le lecteur écrit « Oh mais, et si vous venez voir ici, à Vichy, ça n'est pas mieux ». Donc j'accède, à mon avis c'était quand même plus abondant, mais c'est une autre question. Alors je vais accéder aussi à des courriers. Et dans l'écriture, là on ressent encore mieux les personnes. Alors j'ai parlé des 60 lettres écrites de la prison de la petite Roquette, prison de la petite Roquette, mais et donc
paraît important, c'est que là aussi, il y a plusieurs scènes qui se jouent. Hein. Il y a celle de leur relation aux hommes auxquels elles espéraient pouvoir s'adresser, qui sont des hommes qu'elles aiment, hein. Mais c'est aussi le besoin d'être entendu, ou bien c'est le besoin d'être en règle avec l'administration. Et une chose, par exemple, qui m'a frappée dans une lettre qu'écrit une femme dont le prénom est Perla, qui traduit vraiment une angoisse que je vais retrouver jusqu'en février 1942. Elle est juive, et donc de manière réitérée, hein, de la petite requête à sa déclaration de judéité du 14 février 1942, elle éprouve le besoin de se mettre en règle, hein, par rapport à une administration qui l'a internée. Bon, je lis bien entendu la lettre de Madame Barbeau au préfet de la Lozère, et puis il y a les lettres de Mademoiselle Ballot, la surveillante chef, qui écrit 12 lettres manuscrites qu'elle envoie à Monsieur le Préfet. C'est une exception relationnelle, hein, dans un univers hiérarchisé. Et là aussi, la question qu'on peut se poser, quelle autre scène est en train de se jouer? Bon, d'ailleurs, je parle un jour de ces lettres à un historien, qui est un historien de l'administration de cette période-là, et qui me dit, mais c'est quand même étonnant, c'était peut-être la maîtresse du préfet. Là aussi, moi j'ai bouffé de rire parce que je ne m'imaginais pas du tout en maîtresse du préfet. Mais après tout, hein, je ne les ai connus ni l'un ni l'autre. Et en fait, bon, je pense que l'enjeu sont les relations de pouvoir qui sont en train de se jouer entre la surveillante chef et le commissaire spécial chef de camp. Bon, je lis aussi d'autres lettres, hein, qui sont les lettres de Anka Grothendieck au sujet d'une valise qui lui a été volée. Bon, et valise volée, véritable symbole de la perte qu'elle connaît, bon, qui va être la perte de son compagnon. Et puis la lettre, et puis la perte de ses valeurs aussi. Et puis la lettre d'Ernesto Bonomini, qui est emprisonné, qui écrit « Je ne vous demande plus de m'accueillir, laissez-moi partir ». Effectivement, il s'enfuira de Blue Cross grâce à une filière des anarchistes italiens. Et puis, on a aussi, alors c'est ici qu'on les trouve, les lettres conservées par la censure. Elles sont tapées à la machine. Bon, on a beaucoup de lettres, hein, qui sont celles des personnes qui livrent amende, qui ne savaient pas que leur courrier allait aboutir comme ça dans les services de censure. Et puis on a les lettres des internés. Donc on a en fait deux services de censure successifs, celui du camp et puis celui de la censure de Mende. Ce qui fait que l'illusion selon laquelle des courriers pouvaient être jetés dans des boîtes à lettres et arrivaient au destinateur, c'était et que les courriers auraient été confiés aux enfants du camp qui les auraient jetés. Je pense que c'était une illusion parce qu'elles ont été lues quand même. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour les personnes internées, les lettres sont parfois traduites et ce sont seulement des extraits qui vont figurer dans les documents. C'est précieux, mais il reste quand même un doute, la transcription a-t-elle été fidèle? Et puis on trouve les factures, les marchés de gré à gré, bon. Et les rapports de police. Alors les rapports de police, on en trouve parfois sommaires dans les dossiers, et des dossiers individuels, ceux qu'on trouve aux archives nationales, et puis qui sont parfois qui aboutissent à des arrestations. Ce sont des rapports de police qui procurent rarement une aide, donc, comme celui qui concerne Anka Grothendieck et qui lui permet de recevoir son fils, et puis ceux du commissaire de police de la ville de Mende. Et manifestement, le commissaire de police de la ville de Mende, il s'est pris au jeu,
Il fait entendre les bruissements des paroles des Mandois. Et puis on a les rapports du préfet au Pérou, et qui ce n'est pas de la communication, parce que l'amiral Darlan n'attend pas des flatteries. Alors tout ceci, bien entendu, en 9 langues en tout, et donc des lectures et l'accès à des personnes qui vont m'aider, parce que je ne parle pas 9 langues à moi seul. Donc ce sont des témoignages directs, et je plane aussi des témoignages écrits à posteriori, dont les locuteurs et les locutrices reconstruisent une cohérence et une continuité au sujet de leur vie à Rieucros. Donc vous voyez, c'est ça la grosse différence. C'est que quand j'ai affaire à un témoignage direct, c'est parfois, les gens disent ce qu'ils peuvent au moment où ils écrivent. Mais quand il y a une reconstruction qui va être proposée, à ce moment-là, on a une cohérence que les sujets ne ressentaient pas nécessairement quand ils et elles étaient à Rieucros. Et bien entendu, la présence d'une association mémorielle qui continue de jouer un rôle. À la fin de l'année 2016, j'obtiens les clichés qui ont été réalisés par Pierre Sandouli. Et ce sont les cahiers d'enregistrement au camp, qui sont des documents, là aussi à nouveau, extrêmement précieux. Ce sont des documents qui sont conservés actuellement dans le Tarn. Et je vais pouvoir réaliser une base de données qui va me permettre d'acquérir une vision globale des nationalités, bien d'autres choses. Bien sûr aussi, mon accès à ces documents dépend de la relation établie, c'est-à-dire que quand ce sont des archives privées, c'est les personnes qui détiennent ces documents les prêtent, ce qui a été le cas en l'occurrence, mais peuvent aussi ne pas les prêter. Bon, j'éprouve donc de grands moments d'émotion, d'autres exemples encore. J'ai parlé de la lettre du commissaire de police, grâce à qui Alexandre Grothendieck peut rejoindre ses parents. Et puis, un grand moment d'émotion aussi quand je vois la photo anthropométrique de Kali, quand elle était jeune, la tzigane Kali. Je vais donc recueillir des fragments de vie au fil de mes lectures. J'ai affaire à des personnes qui sont vivantes, toutes également fondées qui exposent une raison, qui exposent leur raison, et que parfois je ne comprends pas toujours bien. Donc la question, ça va être comment analyser ces fragments, c'est cette histoire qui est morcelée. Et le piège, effectivement, ça va être, je vous dis plusieurs fois combien j'éprouve une émotion, effectivement, le piège, c'est le ravissement, l'identification à la personne, à la situation, et d'être dans un collage à la situation ou à la personne qui ne va pas me permettre de prendre de distance et d'analyser. Je vais donc répondre par des débuts d'analyse. Qui sont les sujets et quand, à quel moment, au regard de l'histoire en train de se dérouler, vont-ils s'exprimer? Que comprennent-ils de l'histoire en train de se faire? Certains d'entre eux s'efforcent de trouver une cohérence. J'ai évoqué cette question de la cohérence. Ainsi, au mois de mars 1939, lorsque les vétérans s'adressent au prolétariat français en espérant que la conférence d'Évian de l'été 1938 produise des fruits, ou encore lorsque René Mittler, dans son journal, qui je l'espère paraîtra l'an prochain, rapporte en août 1940 l'échange entre des femmes qui viennent d'entendre le discours de Roosevelt. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que le plus souvent, l'histoire est vécue comme un continuum. Et quels sont les moments où il va y avoir, qui vont être significatifs dans cette durée, cette durée incessante, et avec, je vais peut-être le dire tout de suite, mais avec des personnes qui ont été internées par mesure administrative, ce qui veut dire sans savoir à quel moment elles vont pouvoir être délivrées.
Alors que quand elles sont jugées, généralement, il y a un terme. Vous êtes en prison pour 3 mois, 3 ans, etc. Là, il n'y a pas de durée n'est fixée. Donc, quand les sujets ne s'expriment pas explicitement, j'essaie de saisir quelques éclats de leur vie. Quand les personnes se sont enfuies et que les gendarmes parlent à leur place, les procès-verbaux parlent de la couleur des vêtements, de la superposition de 2 manteaux, et par exemple de l'effondrement sous un porche de l'avenue Hoche après qu'Anna ait absorbé 1 litre de bain. Et pour mon propre entendement, j'essaie de mettre à jour une temporalité sur la succession, je me fais des tableaux, la succession des responsables du camp, à quel moment, et puis la succession, on en aura 3, et puis la succession des préfets, et puis quelles sont les politiques qui ont été successivement conduites au sujet des camps d'internement, et pour des questions plus factuelles, par exemple la période d'occupation respective des dortoirs et des baraques. Et puis, c'est un sujet qui nous a occupés récemment. Et j'essaie de retrouver aussi une histoire des personnes. Alors, ma lecture de fond, là je vais parler une seconde fois d'un concept, c'est de l'existence de rapports sociaux. Alors, autrement dit, je questionne des catégories qui sont établies par l'administration et j'en propose d'autres, sans nécessité. Je ne vais pas les expliciter au cours de mon écriture. Alors cette démarche qui consiste à proposer des catégories, elle est habituelle chez les sociologues. Je vous donne un exemple. À la fin des années 30, John Dewey explique que les préjugés de race, de nationalité, de classe et de secte jouent un rôle si important que leur influence est perçue par quiconque observe ce domaine. Il parle de l'enquête sociale. Donc, comme vous avez peut-être pu remarquer qu'il ne parle pas de femmes parce qu'on est à la fin des années 39 et que ça n'est pas une préoccupation. Donc, je reviens. Donc, vous voyez, c'est pour expliquer. Il y a des catégories qui sont établies. Alors, un rapport social, et donc comment vont être travaillées ces catégories? Alors, un rapport social, c'est encore autre chose que l'observation de préjugés. Donc, un rapport social, c'est un rapport antagonique entre 2 groupes sociaux établis autour d'un enjeu. Et donc des rapports sociaux qui vont s'inscrire dans une configuration. Alors, les travaux sociologiques relèvent des rapports sociaux de classe, de sexe, de race, de génération. On peut en ajouter un. Alors, depuis une trentaine d'années, les orientations théoriques ont souligné l'existence des rapports sociaux de sexe, nommés de genre, afin d'en mieux souligner les faits de construction sociale. Par exemple, l'anthropologue Françoise Héritier a parlé de valence différentielle des sexes. Elle a exposé ainsi que dans toutes les cultures, la différence principale repose sur l'existence de 2 sexes et que dans toutes les cultures, une valeur différente est attribuée à chacun des sexes. Plus récemment, avec les études postcoloniales, le rapport social de race a été placé sur le devant de la scène. Alors, quand on parle de race, il s'agit là d'un rapport social de discrimination et non d'une catégorie biologique. Moi, je fais partie d'une génération qui s'est d'abord intéressée aux rapports sociaux de classe et qui s'est engagée dans les débats ayant trait aux rapports sociaux de sexe tout en tenant compte des premiers. Donc, il y avait pour nous, c'était un caractère indissociable. Or, quant aux rapports sociaux de race, ma génération a connu la fin de la guerre d'Algérie. C'est dire qu'elle s'est sentie impliquée dans les débats qui concernaient les préjugés concernant la race, y compris sur le plan scientifique. Alors, avant même que n'existe publiquement le concept d'intersectionnalité tant décrié ces dernières années, les sociologues de ma génération ont pensé que les catégories de sexe, de race, de classe et d'autres
ne pouvaient pas être pensées séparément. Bon, je pense d'ailleurs que les historiens et les historiennes aussi, hein, parce que j'ai entendu récemment Michel Perrault qui explique que, bon, bah oui, de l'intersectionnalité, on en sait déjà, hein, pour le dire familièrement, mais c'est d'ailleurs comme ça qu'elle s'est exprimée. Bon, et parfois avec d'autres vocabulaires. Hein. Par exemple, Daniel Kerboat parle de consubstantialité des rapports sociaux. La consubstantialité, consubstantiel, c'est le vocabulaire religieux. Hein. C'est un seul Dieu en 3 personnes. Mais en même temps, je trouve que l'image est assez intéressante. Bon, et moi, je filmerais volontiers la métaphore du tricot. Hein. C'est-à-dire que quand vous tricotez, surtout avec plusieurs couleurs, eh bien, effectivement, les couleurs, c'est pour qu'il y ait un motif qui se dessine, encore faut-il hein, que les différentes couleurs se retrouvent. Bon, les rapports sociaux qui vont être à démontrer, hein, qui sont à montrer et non à déclarer a priori comme un programme. Donc il n'était pas question que j'arrive en disant attention ici hein, il y a un rapport social, il y a des rapports sociaux, etc. Mais comment les sujets sont pris dans ces rapports de domination et ces conflits et comment ils deviennent des sujets producteurs de sens, des sujets collectifs qui vont être producteurs de sens et acteurs de leur propre histoire. Là je regarde l'heure pour savoir où j'en suis à peu près, donc je vais quand même pouvoir vous parler de trois cas. Je voulais vous parler de qui sont, je ne les traite pas comme ça, comme avec des chapitres spécifiques, mais ils font partie, ils sont des fils qui courent tout au long de mon récit. Et c'est un récit qui repose sur différentes sources chaque fois. Alors, je voudrais parler du décret-loi du 2 mai 38. En fait, le décret-loi du 2 mai 38, c'est celui par lequel qui permet de comprendre ce que va être, qui va permettre de comprendre le décret-loi du 12 novembre 38. Dans la mesure où ce décret du 2 mai 38, c'est celui qui va prononcer l'assignation à résidence. Et donc, ensuite, en novembre, c'est l'assignation à résidence dans un camp. Donc, là, ce qu'on a, hors le 2 mai 38, ça va aussi avoir beaucoup d'importance ensuite, même dans l'histoire d'un camp. Ce qui se passe autour du décret-loi. Déjà, les personnes qui ne vont pas respecter ce décret-loi, l'assignation, qui vont quitter, c'est-à-dire qu'ils vont refuser l'assignation à résidence, selon l'administration va dire qu'ils sont en infraction. Il est certain que ce n'est absolument pas ce que je vais reprendre à mon compte. Je vais toujours parler de fuite, hein, où ils s'échappent, où ils sont en fuite. Donc, ce qui veut dire que j'estime que ce ne sont pas des délinquants, et donc, je soulignerai à un moment d'ailleurs que c'est une drôle de justice, où là je reprends le terme qui a été employé par Sylvie Thénault au sujet de la drôle de justice pendant la guerre d'Algérie. Et donc, ce que je vais souligner, c'est que ce qui va se passer autour de ce décret-loi. Alors, plusieurs choses. D'abord, donc un procès-verbal d'assignation à résidence et qui stipule que si jamais ils s'éloignaient de la résidence à laquelle ils sont assignés, ils seraient en infraction, donc passibles de 3 mois à 3 ans de prison. Et dès la période des hommes, des vétérans,
base, c'est-à-dire elle a refusé d'accepter d'être assignée à résidence. Il va en être de même chez les femmes. Autre chose au sujet de ce décret-loi, c'est ce qui va me permettre de découvrir de la vie et de la raison pour laquelle un certain nombre de personnes vont être envoyées à Rio Cross. Je vais consulter, cette fois aux archives de la ville de Paris, je vais consulter les registres des crues de la Petite Roquette, donc à l'époque, la prison existait. Et pourquoi? Parce que je sais qu'un certain nombre de femmes qui sont envoyées à Rio Cross ont été auparavant emprisonnées à Paris. Donc, je me dis, je vais sans doute pouvoir retrouver sur le registre d'écrou de la prison de la Petite Roquette. Effectivement, je les retrouve, je trouve un certain nombre d'entre elles, mais je tombe sur autre chose, là aussi, à quoi je ne m'attendais pas, c'est que je vais, sur la période que je considère, donc à partir du mois d'avril 38, donc sur 6 mois, à partir du mois de juin, j'ai l'inscription DL 20538. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, comme motif d'arrestation et d'envoi en prison, le motif c'est DL 20538. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'étais. Bon. Et donc, c'était chaque fois pour des étrangères. Et donc, je vais voir la direction de la salle en me disant, écoutez, là, je tombe sur une indication, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Donc, la personne qui était là, à la direction de la salle, je dis, ben non, moi non plus. Viens voir le cahier d'enregistrement, je dis, ben moi non. Pardon, le registre d'écrou. Et elle me dit, ben non, moi non plus. Elle téléphone à une collègue qui est spécialiste de la période. Ben non, on ne va pas. Et après, moi, un moment, pas sur le champ, c'est après coup, je dis, mais ça y est, j'ai trouvé. 20538, ça veut dire 2 mai 38. Et donc c'est DL, ça veut dire décret-loi. Donc, à ce moment-là, je refais la lecture de ce que je venais de consulter, et je me rends compte que 2 mois après le décret-loi du 2 mai 38, enfin 1 mois après, eh bien, on commence à avoir des arrestations. C'est-à-dire que le décret-loi sert à arrêter un certain nombre de femmes, et sert à arrêter des étrangères, et parmi elles, du coup, je regarde quels sont les motifs d'arrestation. Eh bien, le motif d'arrestation pour décret-loi du 2 mai 38 est le plus important. Infraction au décret-loi est principal. Parce qu'à ce moment-là, il y a la question de l'assignation à résidence dans ce décret-loi, mais il y a aussi la nécessité d'être en règle sur le plan des papiers. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas les papiers en règle, qui vont être arrêtées, qui sont des Polonaises, quand elles arrivent, en très grande majorité sont des Polonaises, quand elles arrivent à Rio Cross, le motif, ça n'est plus du tout l'infraction au décret-loi, c'est prostitution clandestine. Donc, on a là, vous voyez, quelque chose qui se passe avec l'usage de ce décret-loi et l'envoi de ces femmes à Rio Cross. C'est en fait le préfet la préfecture de police de Paris ne veut absolument pas qu'il y ait la prostitution clandestine, essaye de l'éliminer, et donc élimine les étrangères en les envoyant à Rio Cross. Bon, il est possible qu'elles aient été
après, donc, ce que je trouverai après, ce qui est encore un autre type de travail, parce que j'irai chercher les dossiers individuels, cette fois aux Archives nationales, de ces jeunes femmes, ce que je découvrirai après, c'est que ces Polonaises ne sont pas arrivées récemment. La plupart d'entre elles sont arrivées en France à la faveur des accords de main-d'œuvre, hein, donc après la Première Guerre mondiale. Donc vous voyez, à partir de quelque chose sur quoi je tombe soudainement, hein, en consultant un registre d'écrou, bon, il y a tout un ensemble de questions qui se déroulent. Bon, on aura aussi donc l'infraction au décret-loi, ça va générer après, quand les hommes s'enfuient, puis et qui sont arrêtés, quand les femmes s'enfuient et qu'elles sont arrêtées, à ce moment-là, ils et elles passent en jugement, donc ici, et ils sont envoyés en prison. Ils et elles sont envoyés en prison pour une période plus ou moins longue, selon qu'il y a récidive ou pas. Quelque chose que je peux faire remarquer, hein, là où on voit comment le fait d'être femme, ce qu'on appellerait immigrée, et pour les Polonaises, il y a une question aussi de race, dans la mesure où on voit tout au long, hein, des documents de l'administration une manière de parler des Polonaises qui est une manière toujours supérieure, toujours dévalorisante, sont sales, bon, et donc là cette fois sur ce qu'on voit avec la première femme qui s'échappe ici, qui va être la tzigane d'ici, c'est la tzigane Kali. Là, ce qu'on peut découvrir, c'est ce qu'on appelle maintenant un anti-tziganisme. Hein. Qu'est-ce qui se passe aussi, hein, c'est que, en fait, le décret-loi, hein, et l'infraction au décret-loi nécessite que la personne ait signé ce document. Donc, on va voir au cours de l'été 40, plusieurs femmes qui se sont échappées, qui ont été rattrapées, et puis qui vont être libérées, tout simplement parce que le PV ne leur a pas été présenté. Donc, puisque le PV ne leur a pas été présenté, elles ne sont pas en infraction. En revanche, ce qu'on voit et c'est pour ça que je parle d'anti-tziganisme, ce qu'on voit pour la tzigane Kali, c'est que elle écope en principe 6 mois. Et puis, ce que j'ai vu dans les documents que vous avez, avec tous les documents qui m'ont été donnés par Béatrice Maury, en fait, elle est libérée avant les 6 mois. Et donc, ce que je découvre progressivement, c'est qu'en fait, elle n'aurait pas dû être internée. Parce qu'elle n'a jamais signé le PV. Que le PV lui a été aurait dû lui être présenté alors qu'elle était déjà en prison. Et donc, elle aurait dû être libérée. Et c'est là qu'on peut soupçonner un anti-tziganisme chez les juges, hein, qui est que, comment se fait-il que les juges l'aient laissée en prison, alors que des femmes qui, elles, étaient, d'autres femmes qui, elles, étaient dans la même situation, mais qui ont été arrêtées plus tard, ont été libérées. Sauf qu'elle sera quand même libérée avant la durée complète de son mandat. Deuxième exemple que je voudrais donner, c'est celui d'une grève de la faim. Là, c'est comment de nouvelles sources vont permettre d'approcher le réel. On voit et là c'est plutôt dans les témoignages, on voit
trois sources. On a d'une part le carnet d'Ursula Katzenstein, qui est reproduit dans Mesticisme, qui évoque. On a c'est Teresa Noche qui explique que qu'il y avait eu une grève de la faim et que les communistes italiennes avaient fini par s'associer à cette grève de la faim. Et puis, et dans la première source que j'ai citée, ce qu'explique Ursula Katzenstein, c'est que la baraque des politiques était absolument opposée à cette grève de la faim et en parlait de manière même très péjorative. Nous n'allons pas nous associer à ces grues. Bon, et puis une troisième source que j'obtiens par ailleurs, qui est un courrier qui est envoyé par Aida Glicker, qui a pu partir en URSS. Et donc, qui explique. Et puis, il y a eu aussi cette grève de la faim des espionnes étrangères et une commission est venue. Donc, on a l'impression, quand on lit ça, quand on lit ces documents, on a l'impression que finalement les femmes ont fait grève et la commission Kunt, qui était une commission qui était issue des accords d'armistice, que la commission Kunt est arrivée et que les femmes, en quelque sorte, attendaient la venue de la commission d'armistice. Or, la commission d'armistice, son rôle consistait à proposer aux femmes allemandes de repartir en Allemagne. Donc, vous voyez, il y a quelque chose là aussi c'est quand même curieux. Hein. Moi, je ne comprenais pas pourquoi des femmes avaient fait une grève de la faim pour réclamer la venue de la commission d'armistice. Et d'ailleurs, comment avait-elle fait pour connaître l'existence même de la commission d'armistice? En fait, il y a eu deux choses. Et là, bon, et donc là j'ai bénéficié, relativement récemment, j'ai pu parler du premier document qui est le journal de René Mikler, qui, je l'espère, paraîtra l'an prochain. J'ai pu en parler dans mon livre, mais j'ai bénéficié plus récemment d'un autre document qui est un journal de Regina Felsenthorn, qui, elle, un journal qui actuellement est conservé au musée d'art et d'histoire du judaïsme. En fait, on comprend bien qu'il y a eu deux choses qui se sont passées, qui dans le temps sont proches, mais dans l'intention étaient complètement différentes. La grève de la faim, en fait, a été motivée est issue d'ailleurs de la baraque 2, qui était occupée principalement par des femmes qui étaient juives et qui étaient dites espionnes en partie. Bon, espionnes voulant dire, par exemple, vivant au bord de la frontière, et donc, parce qu'elles parlaient une autre langue, susceptibles d'être dangereuses pour le pays en guerre. Donc, la grève, c'est chez elle qu'elle est engagée, et pourquoi, et ce que je découvre en lisant encore d'autres documents, cette fois en allant voir dans les dossiers des femmes qui sont citées par René Mikler, je vois que en fait le mari de la chef de baraque venait d'être libéré en France. Or, la grève de la faim, c'était pour qu'une commission, ce qu'elles appelaient une commission de criblage, ce qui s'appelait une commission de criblage, vienne examiner la situation de chacune d'entre elles et pour qu'elles soient libérées en France.
Et donc, la coïncidence, la venue ultérieure de la commission Kuhn a donné à penser, avec le recul du temps, que les femmes avaient fait grève pour la commission d'armistice, ce qui n'était pas du tout le cas et n'avait rien à voir. Bon, en conclusion, parce que je pourrais continuer comme ça, vous donner un certain nombre d'exemples où en plus, et en montrant aussi que c'est la diversité des archives qui permet de savoir ce qui s'est passé. Donc en conclusion, bon, moi quand j'ai commencé à essayer de formaliser, j'ai commencé à établir une table des matières. Et j'ai rencontré, on était au début de l'année 2018, j'ai rencontré une historienne, parce que la question que je me posais, c'était, bon, moi ce qui me paraît important, c'était de parler de l'histoire de la Lozère et de Rio Cross en Lozère, et si c'était valide pour une sociologue, est-ce que ça, pour une historienne, ça l'était aussi? Bon, elle me répond positivement, et donc j'écris un premier texte qui est prêt en novembre 2018 et que j'envoie d'ailleurs à cette historienne, que j'envoie d'ailleurs aussi à la présidente de l'association pour le souvenir du camp de Rio Cross. Et l'historienne me dit que sur le plan de l'usage des sources, il n'y a pas de problème. Alors, bon, donc après, il y a tout un travail d'écriture, de complément, de sources, etc. Mais j'ai un premier document, j'ai réussi à écrire un récit, donc ça n'est pas un récit définitif, et qui, même si maintenant c'est sous la forme de livre, qui formulerait la vérité sur Rio Cross. J'ai observé les critères de véridicité et de plausibilité, j'expose mon matériel pour celles et pour ceux qui vont me suivre et qui voudront bien continuer la recherche. Et je mets en clair mes interrogations. Alors voilà, je vous ai exposé ce qu'il en était de cette méthodologie. Bon, je pourrais en parler infiniment parce que comme vous le voyez, sur n'importe quel thème, il fallait recourir à un nombre impressionnant de sources pour donner une explication qui se tienne. Bon, et avec cette histoire de Rio Cross, j'ai voyagé dans la mémoire. Et je crois que c'est ça qui est important.